Le vaisseau amiral de la marque Mazda, c'est lui, le nouveau Mazda CX-80. L'année dernière, Mazda a écoulé dans le monde plus de 1,2 million de véhicules. C'est plus 12% de progression par rapport à l'exercice précédent, dont 180 000 juste sur l'Europe. Alors c'est vrai qu'en France, on n'a pas la chance de voir beaucoup de Mazda sur nos routes, notamment dans l'Hexagone, et c'est un petit peu dommage, mais dans le reste du monde, surtout en Amérique du Nord, en Asie, ce sont des véhicules qui sont extrêmement vendus. Alors on connaît tous la Mazda MX-5, ce mythique roadster qui a fait bien sûr les grandes années de chez Mazda. Et avec un tel succès, vous doutez bien que l'ambition d'un constructeur comme Mazda sur le lancement d'un SUV 7 places est très forte. Ils vont bien sûr avoir en face d'eux des concurrents de choix, comme chez Kia, Hyundai, Volvo ou même encore Peugeot. Est-ce qu'ils ont les qualités, est-ce qu'ils ont les armes pour prétendre à les doubler dans les prochains mois et les prochaines années? Je répondrai à toutes ces questions en fin de vidéo. Bien sûr, pour y répondre, je vais vous détailler toutes ses caractéristiques extérieures, son habitacle, ses technologies embarquées. J'irai faire un tour sur la route pour vous donner mon avis sur son comportement routier et je conclurai cet essai en vous donnant ses qualités, mais aussi ses défauts. Et je comparerai ce Mazda CX-80 à tous ses concurrents à partir de plusieurs critères que j'ai définis pour que vous puissiez savoir si vraiment il va pouvoir prétendre à la première place de son segment. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, vous aurez toutes les informations nécessaires pour prendre votre choix si ce véhicule vous intéresse, bien évidemment. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Pareil sur mon compte Instagram, Le Vendeur Automobile et TikTok. Je diffuse que du contenu exclusif. Les fans de SUV 7 places, cette vidéo, elle est faite pour vous. Jusqu'au 31 décembre 2024, il y a pas mal de remises qui sont octroyées par Mazda. Si par exemple vous optez pour un véhicule de démonstration ou d'assistance, c'est jusqu'à 6 600 € de remise. Et sur un Mazda CX-89, c'est jusqu'à 5 000 € de remise. En plus de ça, ils proposent des offres de financement. Si par exemple je prends un Mazda CX-80, bien sûr neuf, pas d'occasion, vous vous en doutez. Exclusive Line PHEV sur 49 mois avec 40 000 km, avec un apport de 9 000 €. Avec entretien, assistance et garantie inclus, il sort à seulement 589 € par mois. Et si vous souhaitez le véhicule que je vous présente dans cette vidéo, donc là on n'est pas sur la même finition, on est sur un Takumi Plus 6 places, neuf bien sûr, en PHEV. Là ça vous coûtera dans les mêmes conditions 739 € par mois. Bien sûr, si vous êtes intéressé, je vous ai mis un lien en description de la vidéo. Cliquez bien sur le lien, remplissez le formulaire correctement, c'est vraiment super important quand je partage avec vous des offres comme ça qui sont attractives, parce que sinon c'est compliqué de vous rappeler. Donc remplissez correctement le formulaire et vous serez recontacté dans les plus brefs délais. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. On a un long capot avec un galbe central assez prononcé. Phare full LED adaptatif, 20 blocs LED par phare. Et on a une imposante grille de calandre à lamelles en piano black avec un entourage chromé sur notre modèle. On a des inserts latéraux triangulaires en piano black et un bouclier avant couleur carrosserie avec entrée d'air centrale et jupe avant de couleur noire. Un avant qui est assez consensuel. Il n'y a pas une prise de risque stylistique énorme, mais pour autant, il en impose par la verticalité de sa calandre. Et puis, on a quand même un regard via ces projecteurs full LED bien travaillés, des inserts chromés qui apportent un petit côté exclusif. On sent qu'on est bien sur le vaisseau amiral de chez Mazda. Jante alliage 20 pouces grey machining sur notre modèle. Freinage avant et arrière à disque ventilé. Bien sûr, à l'avant, on a des disques de 347 mm, 350 mm sur l'arrière. Arche de roue, jupe latérale en couleur carrosserie. On a le badge PHEV chromé sur les ailes avant. Ceinture de caisse juste au-dessus des poignées de porte qui ne sont pas affleurantes mais en couleur carrosserie. Rétroviseur extérieur couleur carrosserie aussi sur la partie supérieure. Ils sont réglables et rabattables électriquement, chauffants, avec le côté conducteur photochromatique. On a un encerclement des vitres chromées, plus les vitres arrière qui sont surteintées sur notre modèle, ainsi que la lunette arrière. Rail de toit chromé de série. Il y a pas moins de 9 teintes de disponibles et sur notre modèle, c'est l'Artisan Red pour 1 050 €. Sur l'empattement, on a quand même 3,12 m d'empattement, c'est assez considérable. Et d'ailleurs, on le ressent tout de suite dans les manœuvres. Il est clair que là, dans les centres-villes ou dans les garages étroits, il faudra être assez fin sur le braquage de vos roues pour éviter d'abîmer cette carrosserie. C'est 25 cm de plus qu'un Mazda CX-60 sur l'empattement, c'est vous dire. Et enfin, le réservoir de carburant fait 70 litres et vous aurez accès
avec 7 trappes aux recharges du moteur électrique. Donc là, on a une batterie lithium-ion de 17,8 kWh de capacité qui pèse 178 kg quand même. On a une puissance de recharge max de 7,4 kW. Donc en gros, vous pourrez passer de 0 à 100% de charge de la batterie en environ 3 heures. Et l'autonomie en cycle mixte, elle est annoncée à 60 km par Mazda et en ville à 65 km. Mais je vais vous donner les consommations que j'ai réalisées, surtout l'autonomie que j'ai faite en cycle urbain et périurbain en 100% électrique. Comme ça, vous verrez la vraie autonomie. Et il y a une petite différence. Sur l'arrière, on a un béquet de toit qui est couleur carrosserie, avec un entourage de la lunette arrière qui est en noir brillant. Essuie-glace visible, dommage, il est en bas de la lunette arrière. Ça aurait été peut-être mieux de le cacher sous ce béquet en couleur carrosserie. Feux arrière à LED très effilé, horizontaux, avec une signature lumineuse en forme de L. On a un bouclier arrière couleur carrosserie, là aussi, avec des catadioptres horizontaux intégrés dans des inserts latéraux en plastique noir. Il y a vraiment une impression de largeur qui est renforcée par l'absence de canule d'échappement d'ailleurs. Dispositif d'attelage disponible en accessoire. Vous pourrez tracter 750 kg en non freiné, 2,5 tonnes en freiné. Mazda précise que sur la partie arrière, le langage stylistique respecte le Kodo de chez Mazda, qui souligne la robustesse et l'élégance de la voiture. On est sur un véhicule qui se veut premium, qui se veut haut de gamme et qui clairement veut marquer une différence assez nette avec les autres modèles de la gamme Mazda. Et je pense qu'ils ont assez bien réussi à allier, on va dire, le gabarit du véhicule avec de l'élégance et une forme d'attractivité visuelle qui est assez perceptible lors du premier regard qu'on peut poser sur cette voiture. Ouverture et fermeture du haillon électrique, bien sûr, ça c'est de série, vous vous en doutez à ce niveau de gamme. 258 litres d'espace en configuration 7 places. Si vous baissez la troisième rangée, là vous aurez 687 litres. Et si vous baissez la deuxième rangée et la troisième, vous aurez 1971 litres. Donc on sera quasi à 2000 litres d'espace une fois la deuxième et troisième rangée de sièges rabattues. Alors on a sous le plancher du coffre un espace dans lequel vous avez un cache-bagages et puis un rangement juste sur la partie gauche dans lequel vous pourrez mettre vos câbles de recharge. On a une prise 12 volts, prise 220 volts, on a même une prise 1500 watts. Il est vrai que dans cette configuration, il faudra pas avoir de gros bagages à transporter. Et pour baisser la banquette, c'est assez simple. Vous avez juste à tirer ces lanières. Ça se fait manuellement. Il n'y a pas de mécanisme électrique. L'avantage, c'est que ça ne tombe pas en panne et vous avez surtout un plancher plat. Au niveau de ses dimensions, 4,99 m de long, c'est 25 cm de plus qu'un Mazda CX-60. Largeur 1,89 m en rétroviseur, 1,71 m en hauteur et sur le poids, 2240 kg sur la balance. Deux motorisations sont proposées. On a une motorisation diesel, 3,3 litres, 254 chevaux, et une motorisation hybride rechargeable. Bon, en France, vous vous en doutez, c'est surtout le PHEV qui va être le plus vendu, à cause, bien sûr, de ce barème du malus écologique dont je vous parle assez régulièrement et qui impacte très fortement ces véhicules, tant sur les émissions de CO2 que sur le poids. Dans ce moteur, on a un 4 cylindres en ligne, 2,5 litres Skyactiv G à injection directe, qui est associé à un moteur électrique. Puissance combinée 327 chevaux, 500 Nm de couple, transmission aux 4 roues via une boîte automatique à 8 rapports. On a des performances qui sont bonnes, 195 km en vitesse de pointe, 0 à 100 km/h, malgré le poids à plus de 2,2 tonnes du véhicule, effectué en 6,8 secondes. Et la consommation mixte annoncée, alors attention, faites attention aux consommations mixtes annoncées sur des hybrides rechargeables, c'est toujours fait avec les batteries qui sont chargées à fond. Et donc du coup, elle est annoncée par le constructeur Mazda à seulement 1,6 litres. Mais batterie déchargée, je me suis renseigné, c'est 8,1 litres. Donc tout l'intérêt de ces modèles, c'est bien sûr les recharger, faire tous vos trajets quotidiens avec de l'urbain, du périurbain, un petit peu de route et un tout petit peu d'autoroute en électrique, et ensuite de le recharger dès que vous pouvez le faire sur votre lieu de travail ou à votre domicile. Et là, vous arriverez à des consommations qui vont être effectivement très basses. 1,6 litres, je ne pense pas. Par contre, si vous rechargez tous les 50-60 km, voilà, ça pourra être seulement quelques litres au 100. En revanche, si vous faites de l'autoroute, là, ça va augmenter à plus de 8 litres une fois que la batterie sera déchargée. Il faut le savoir quand même. Autre point très important, c'est la fiabilité. Mazda, comme d'autres constructeurs japonais d'ailleurs, fait partie des constructeurs les plus fiables au monde. Il y a beaucoup de magazines américains et asiatiques qui sortent des classements sur les marques les plus fiables. Alors ça se fait par marque, par constructeur et aussi par modèle. Et Mazda fait partie de ce classement, dans le top du classement depuis pas mal d'années, il faut quand même le savoir. Et c'est ce qui explique en partie pourquoi en Amérique du Nord, ils connaissent un succès assez fulgurant depuis maintenant plus de 30 ans. Car le marché américain
est très sensible à la fiabilité des voitures qui y sont commercialisées. Au niveau de son tarif, 63 100 € en tarif de base avec la finition Exclusive Line 7 places. Et si vous optez pour la version que je vous présente dans cette vidéo, c'est la Takumi Plus avec ce moteur hybride rechargeable et la peinture métallisée, rouge, bordeaux. Là, il s'affiche à 76 000 €. Et il n'y a pas un seul équipement à ajouter. Il est full option. Ça, c'est bon à savoir quand même. Autre point important, 35 grammes de CO2 émis par kilomètre. Donc pas de malus écologique à payer en 2024. Bonne nouvelle aussi, le véhicule il est garanti 6 ans. Vous vous en doutez, on ne s'amuse pas à coller des garanties de 6 ans sur des véhicules qui ne sont pas fiables. Et ça aussi, Mazda veut le mettre en avant, car sa fiabilité, c'est ce qui fait son succès à travers le monde. Plus d'1,2 million de véhicules vendus l'année dernière, c'est dire. Passons maintenant à l'intérieur avec les places arrière. Alors déjà, sur la deuxième rangée, là on est sur une configuration 6 places, avec pour 850 € la possibilité d'avoir cet accoudoir central, dans lequel vous avez un rangement supplémentaire, qui est d'ailleurs beaucoup plus profond qu'à l'avant du véhicule. On a 2 portes-gobelets. Vous avez aussi un tiroir de rangement juste ici, avec une finition en feutrine, c'est assez joli. Vous pouvez aussi avoir sans cet accoudoir central, ou sinon, tout simplement la configuration 7 places. Alors au niveau de l'assise sur la deuxième rangée, on est très bien accueilli. L'assise est bonne, le dossier également, c'est assez moelleux. La position, elle est assez naturelle lorsqu'on s'assoit. Bon point, vous avez un espace assez large sous le siège avant pour mettre vos pieds. Donc là, c'est vraiment pas mal et ça vous évitera d'avoir les genoux qui touchent la structure du siège avant. Garde-toit très généreuse. Moi, je fais 1,88 m, je vous le rappelle. Là, clairement, vous pourrez mettre des personnes encore plus grandes que moi sans trop de soucis. On est clairement dans un véhicule dans lequel on se battra peut-être, non pas pour être à l'avant, mais bel et bien sur la deuxième rangée de sièges. Sur la troisième rangée de sièges, alors l'accès se fait de cette manière. Donc vous pourrez aussi faire coulisser les sièges de la deuxième rangée sur une distance assez importante. Cette troisième rangée, elle sera destinée pour des personnes de 1,70 m, 1,75 m maximum ou des enfants. Et pour le coup, ils seront quand même très bien lotis. On retrouve bien sûr cette sellerie en cuir nappa de couleur claire. On a quand même une prise USB-C de chaque côté. On a des portes-gobelets aussi de chaque côté. 2 portes-gobelets, hein, ça en fait 4 sur la partie arrière. Et puis des vides de custode qui apportent un puits de lumière supplémentaire. Bref, on sent qu'ils ont souhaité faire une vraie troisième rangée de sièges. Ça, c'est plutôt pas mal. Si vous voulez mettre des personnes de plus grande taille à l'arrière, il faudra juste faire avancer la deuxième rangée de sièges. Là, le problème, bien sûr, vous aurez un petit peu moins de place pour vos genoux. Et là, clairement, juste derrière, ils auront quand même assez de place pour s'installer et faire plusieurs dizaines de kilomètres sans trop de soucis. Le tunnel central, il est assez présent. Il remonte d'environ une bonne quinzaine de centimètres. On a des bus d'aération qui sont orientables, 2 prises USB-C également, la possibilité de régler la climatisation et le chauffage, et aussi d'activer le chauffage des sièges et la ventilation des sièges sur la deuxième rangée uniquement. La troisième rangée, vous n'avez pas de siège chauffant et ventilé. Le ciel de pavillon, il est de couleur claire. On a ce toit ouvrant panoramique avec une longueur d'un peu plus d'1 mètre, 1,02 m exactement, qui apporte un puits de lumière considérable dans l'habitacle. Bref, on sent que c'est un vrai SUV. Cette place, on n'est pas dans un SUV dans lequel ils ont juste voulu cocher les cases en mettant, regardez, on a bien installé 6 ou 7 sièges dans cette voiture. Là, non seulement vous avez le nombre de sièges, mais vous avez aussi l'espace et le confort. Sur les contreportes, sauf si on met de côté la présence de plastique dur sur la partie inférieure, le reste de la contreporte est assez réussi. On n'est pas non plus dans des matériaux luxueux. On n'a pas, par exemple, de l'Alcantara. Même sur les inserts décoratifs, on sent qu'on est sur un matériau de qualité, mais pas sur du luxe. Ce qui est plutôt pas mal, c'est la présence de ces pare-soleils de vitres. Ça aussi, lorsque vous êtes à l'arrière, ça vous permettra de diminuer l'ensoleillement et qui sera dans l'habitacle de votre véhicule. Même constat sur les contreportes à l'avant, on a un éclairage d'ambiance intérieur, un système audio de série à 8 haut-parleurs et sur notre modèle, on a le Bose 12 haut-parleurs. Sur les sièges, ils sont réglables électriquement sur 8 positions avec le support lombaire, ventilé, chauffant. Il y a une fonction de réglage automatique de la position du conducteur. Sur le siège, volant, affichage tête haute, rétroviseur extérieur en fonction de la position de vos yeux. Et à chaque fois que vous rentrerez dans le véhicule, il y aura la reconnaissance faciale qui réglera votre position. Le système, il peut stocker les réglages de 6 conducteurs réguliers. Sur le confort des sièges à l'avant, l'assise est très large, le dossier est très large. On pourrait facilement s'enchaîner 1000 km d'une traite, ça ne poserait strictement aucun souci. Autre point, grâce
a un très bon réglage du volant. On peut vraiment avoir une sensation d'espace qui est assez prononcée. Moi, j'ai vraiment réglé le volant qui est collé à l'écran d'instrumentation et à la planche de bord. Et on a l'impression d'être dans un véhicule beaucoup plus gros qu'il ne l'est. Ça, c'est plutôt pas mal. Une très bonne visibilité aussi bien via le pare-brise que sur les vitres latérales. On domine la route. On a des portière dont la hauteur, en fait, si vous voulez, juste ici où commence la vitre, est positionnée assez bas. Donc du coup, on a aussi sur les parties latérales une très bonne visibilité. Par-dessus tout, moi je trouve le confort vraiment dans le haut de sa catégorie sur les places avant et la deuxième rangée. C'est quand même beaucoup moins le cas sur la troisième rangée, mais ça c'est un petit peu normal. Affichage tête haute en couleur de série. On a un écran d'instrumentation TFT couleur de 12,3 pouces ultra lisible, mais bon, vous avez en fait juste au-dessus l'affichage tête haute, donc au final on le regarde que très peu à la conduite. Volant en cuir noir avec surpiqûre blanche à 3 branches multifonctions. Il est chauffant sur notre finition. À droite, vous avez accès aux aides à la conduite. À gauche, au volume du système audio, à l'appel téléphonique, à la navigation dans l'écran d'instrumentation, et vous avez aussi des palettes pour les changements de rapport juste derrière le volant. Le volant, bien sûr, il est réglable avec une commande qui est juste ici, et ce de manière électrique. Ça, c'est plutôt bien vu. Beaucoup d'aides à la conduite de série. On a la reconnaissance des panneaux de signalisation grâce à la caméra qui est en haut du pare-brise. L'alerte de franchissement de ligne et le maintien dans la trajectoire. On a la surveillance des angles morts avec alerte de sortie du véhicule. Et la reconnaissance active d'obstacles et de piétons en marche avant et arrière avec la fonction freinage. Et sur notre modèle, on a le régulateur de vitesse adaptatif avec la fonction Stop and Go. On a une planche de bord avec un revêtement en tissu blanc tissé. Je trouve ça pas mal. C'est assez rare à ce niveau de gamme. D'ailleurs, chez ses concurrents, on trouve plus souvent du cuir ou encore de l'alcantara, mais du tissu comme ça. Je crois que c'est le seul à le proposer. On a un écran d'infodivertissement TFT couleur de 12,3 pouces, le Mazda Connect, bien sûr à commande tactile, uniquement avec Android Auto et Apple CarPlay. Lorsque vous êtes dans le menu Mazda, vous devrez naviguer uniquement avec la molette et les raccourcis sur la console centrale. Ça, c'est le choix du constructeur qui est porté sur la sécurité. L'assistance vocale Alexa est de série. Ça permet de lancer un morceau, consulter les prévisions météo, programmer une destination, mettre en route le chauffage ou la ventilation des sièges. On a en plus l'application My Mazda qui permet à distance de localiser son véhicule, le verrouiller, allumer les projecteurs, prendre rendez-vous pour un entretien, et en plus sur le PHEV, vous pourrez gérer la charge du véhicule et préchauffer l'habitacle. On a la caméra 360 degrés sur notre modèle avec la fonction See-Through View. C'est en fait la fonction de capot transparent. On a des aérateurs juste en dessous de cet écran d'infodivertissement avec les commandes de la climatisation Trizone de série. Vous pourrez aussi activer le chauffage, la ventilation des sièges avant du véhicule. Chargeur à induction. On a une large console centrale en bois d'érable, véritable, hein. Pas du fake, hein. Et franchement ça ajoute là aussi une touche supplémentaire d'exclusivité. On a le sélecteur de vitesse, l'aide à la descente qui est disponible avec ce bouton. On a aussi les boutons d'accès rapide à l'infodivertissement, le frein de parking, et on a un accoudoir central avec un revêtement en cuir synthétique blanc et puis une place plutôt correcte, pas très profond mais très large, et là aussi on retrouve deux prises USB-C. Passons maintenant à l'essai routier. Je vais commencer par vous parler de ses suspensions. Alors, pas de suspension pilotée sur ce nouveau CX-80, et ça c'est un parti pris de la part de Mazda. Ils ont fait ça surtout pour diminuer les coûts de fabrication et permettre d'avoir ce prix assez attractif dans sa catégorie. Ils ont également supprimé les barres anti-roulis sur l'arrière, et ils ont aussi supprimé les bacs de roulement du sous-châssis. Donc l'effet que ça donne, c'est que ça va augmenter bien sûr l'effet de sous-virage assez légèrement. Il n'y a rien de dérangeant à ça, mais vous avez une stabilité du véhicule qui est nettement améliorée. Même si on a un schéma classique, hein, les suspensions à l'avant, on a de la double triangulation, et les suspensions arrière, elles sont à biellettes multiples. Donc une architecture assez classique, et même en l'absence de suspension pilotée, le véhicule absorbe très bien les défauts de la chaussée et arrive, lorsque vous en avez besoin dans des situations dynamiques, à restituer un retour d'information au niveau de la direction plutôt bon. La direction, elle est bien sûr asservie à la vitesse. Ce que j'ai noté, c'est que même si elle est orientée vers le confort, on avait un bon retour d'information dessus, et elle arrive à assez bien masquer le poids du véhicule qui a un peu plus de 2,2 tonnes, comme je vous l'indiquais tout à l'heure. Ça aussi, la direction, elle peut faire son travail là-dessus. Elle a été bien paramétrée et bien calibrée sur ce modèle. Et enfin, le diamètre de braquage, il fait 11,6 mètres.
Bon, ce qui est plutôt dans la moyenne de sa catégorie. Il y a un contrôle de l'assise du véhicule, c'est le Kinetic Posture Control. Ce système, c'est un peu le même système qu'on retrouve chez Porsche avec le Porsche Torque Vectoring. Il vient en fait appliquer un freinage ciblé sur la roue arrière intérieure au virage pour vous permettre d'améliorer bien sûr votre vitesse de passage en courbe, votre efficacité, mais surtout il vient diminuer l'effet de tangage du véhicule et l'effet de roulis que vous pouvez avoir dans des zones sinueuses quand vous attaquez un virage un petit peu fort. Donc ça, ça améliore bien sûr son dynamisme et ça vient diminuer les effets de mouvement de caisse, effets de roulis, effets de tangage de manière assez prononcée. En tout cas, quand j'ai lu sur la fiche technique qu'il faisait 2 tonnes 2 à vide sur la balance, donc avec moi et un peu de matériel, on était à 2 tonnes 4, 2 tonnes 5 avec l'équipe, on se dit que le premier virage, ça va être un petit peu une sorte de souffrance pour le châssis du véhicule. On n'est pas non plus sur un Puro Sangue, faut pas exagérer, mais on sent qu'il arrive à bien gérer son poids, bien gérer sa masse, dès qu'on commence à attaquer un virage de manière un petit peu trop dynamique. Sur la transmission intégrale, on est sur l'iActive All-Wheel Drive, qui a été inauguré sur le CX-60 de chez Mazda, qui est là pour optimiser bien sûr la motricité selon les situations de conduite que vous pourrez rencontrer. Et surtout sur cette version PHEV hybride rechargeable, le système à transmission intégrale vient interagir avec le système de récupération d'énergie entre l'avant et l'arrière, encore une fois, selon les situations de conduite, pour vous permettre de récupérer le plus possible d'autonomie avec ce système de récupération d'énergie. La voiture, elle met en confiance. Ceux qui souhaitent utiliser ce genre de voiture à la montagne, par exemple, ou dans des zones avec des chaussées à faible adhérence, zones dans lesquelles vous allez avoir beaucoup de pluie tout au long de l'année. Enfin, de toute façon, de la pluie, on en a partout, hein. Que vous soyez dans le sud ou dans le nord de la France en ce moment, c'est pas très compliqué de voir la différence. Mais ça rassurera beaucoup d'utilisateurs. C'est le cas chez beaucoup de ses concurrents. On a des systèmes qui sont très différents d'ailleurs d'un constructeur à l'autre. Mais il est clair que la masse du véhicule, la puissance du véhicule ont besoin d'avoir un système de 4 roues motrices qui soit optimisé et surtout qui soit performant et efficace. Encore une fois, je ne l'ai pas mis en défaut en roulant à un rythme complètement effréné parce que je respecte les limitations de vitesse, mais dès que j'ai commencé à un peu le maltraiter sur des zones qui n'étaient pas très propres au sol avec quelques feuilles mortes, on sent que le système ne fait pas défaut même lorsqu'on accélère à pleine charge. On a pas moins de 5 modes de conduite avec le Mazda Intelligent Drive Select, qui est disponible avec la commande qui est sur la console centrale, à côté du levier de vitesse. Donc ces modes de conduite, ils vont influer sur la direction, sur le moteur et aussi sur la dynamique du véhicule. Ils ne sont pas hyper marqués, hein. De toute façon, on n'est pas sur un véhicule à vocation sportive. C'est intéressant sur des véhicules sportifs, voire très sportifs, d'avoir des modes de conduite très marqués. Même si j'ai trouvé qu'en mode sport, on sentait que le véhicule était plus vif, qu'il arrivait à vous donner un petit peu plus de réactivité que lorsque vous êtes sur les autres modes de conduite. Il y a un mode tout électrique, le mode EV. Il y a un mode off-road aussi qui vous permet, via sa transmission intégrale, d'optimiser l'efficacité du véhicule en évolution sur les zones avec de la terre par exemple. Et puis il y a également un mode towing. Ce mode towing, il vous permet de tracter jusqu'à 2 tonnes 5 en freiné. Si vous êtes amené par exemple à tracter un vent avec un cheval, des motocross sur un plateau ou même une autre voiture qui est sur un plateau. Et ça c'est plutôt pas mal. Mode de conduite sur lesquels la plupart du temps, moi je suis resté sur le mode classique, hein. Le mode sport, je l'ai utilisé à 2 reprises pour faire des accélérations. On voit quand même une meilleure réactivité de la voiture lorsqu'on est en mode sport, avec une sonorité plutôt sympa. Ça c'est assez rare aussi. Beaucoup de ses concurrents ont des sonorités moteurs qui ne sont pas très valorisantes pour le pilote. Bon là on sent qu'on a quand même plus de 300 chevaux. C'est toujours agréable de se dire lorsqu'on accélère à fond d'entendre un bruit de moteur digne de ce nom. Il y a aussi un mode recharge qui permet de préserver l'état de charge de la batterie. Donc en gros, en dessous d'un certain seuil de charge de la batterie du moteur électrique, vous allez avoir le moteur thermique qui va venir recharger le moteur électrique. En dessous de ce seuil, il n'y aura pas de souci, vous pourrez rouler en mode hybride. Donc il pourra alterner tantôt le moteur thermique, tantôt le moteur électrique. Et vous pourrez aussi bien sûr évoluer en mode 100% électrique si vous le souhaitez, parce que vous avez une autonomie qui est annoncée à 60 km. Alors moi ce que j'ai noté, l'autonomie je pouvais faire avec mon rythme de conduite en roulant normalement environ entre 45 et 53 km. Vous pouvez difficilement atteindre les 60 km. Après j'ai fait aussi de la zone périurbaine, hein. Je
tiens à le préciser. Sur le système de freinage, on a le brake-by-wire. Donc c'est un système de gestion électronique du freinage qui vous permet non seulement de vous apporter plus de précision au dosage, mais surtout plus d'efficacité sans nécessairement aller solliciter le système hydraulique de manière exagérée. Alors le système brake-by-wire, on le voit sur énormément de voitures en 2024, puisqu'il apporte une progressivité qu'un système traditionnel ne peut pas vous apporter. Sur son efficacité, je l'ai trouvé pour un véhicule de 2 tonnes 2 plutôt mordant. Chaque fois que j'ai sollicité la pédale de frein, on a un bon toucher de pédale et surtout, il met en sécurité. On a toujours un petit peu peur, enfin en tout cas moi c'est mon cas quand j'essaye des voitures lourdes comme ça, hybrides rechargeables avec des batteries qui augmentent le poids de manière significative, quasi 200 kg sont ajoutés sur cette version hybride rechargeable à cause du poids des batteries, 178 kg exactement. Et on se dit qu'au premier freinage, ça va manquer de mordant, ça va manquer d'efficacité et que les distances de freinage vont être extrêmement agrandies. Honnêtement, sur celui-ci j'étais plutôt mis en confiance, j'ai eu à freiner 2 fois de manière forte. Et sur les 2 fois, je n'ai pas été surpris négativement par les distances de freinage qu'il m'a proposé. Sur l'insonorisation, là aussi bonne nouvelle. Sur ce CX-80, Mazda utilise des technologies d'absorption et d'isolation acoustique. Et même lorsque vous êtes à 130 km/h sur autoroute, par exemple, aucun bruit d'air, aucun bruit d'aéro. La voiture est extrêmement silencieuse, mais c'est surtout lorsqu'on est passager dans la voiture, je l'ai été pendant à peu près 30 km tout à l'heure, que là on se rend compte de la qualité de l'acoustique, la qualité de l'insonorisation. Et je peux vous dire que si vous êtes sur les places arrière à la 2e ou la 3e rangée, surtout à la 2e rangée avec les sièges ventilés ou chauffants, là à mon avis, vous n'allez pas attendre longtemps avant de vous assoupir. Et c'est en partie grâce à la qualité de l'insonorisation de la voiture qui est perceptible très rapidement. Ça, c'est un bon point. Sur la boîte de vitesse, 8 rapports, pas de convertisseur de couple. Ils ont installé un embrayage, ça c'est plutôt bien pour l'agrément de conduite je trouve, par rapport à un convertisseur de couple traditionnel. Et les accélérations sont très franches, 0 à 100 en 6 secondes 8 seulement, ce qui est pour le gabarit du véhicule plus que suffisant. Pas besoin d'aller plus vite avec ce genre de voiture et on voudra assez régulièrement en fait pas seulement profiter des valeurs d'accélération, mais surtout des valeurs de reprise. Et sur les reprises, il s'avère qu'il est plutôt réactif. Surtout quand vous avez le moteur électrique qui marche avec le moteur thermique. On a quand même 500 Nm de couple, donc autant vous dire qu'au feu rouge, vous ne serez pas parmi les derniers lorsque vous accélérez à fond. Là, je vais accélérer à fond pour tester en fait la motricité et surtout l'accélération. J'aime beaucoup le bruit moteur. On a l'impression d'être dans une voiture de sport. Alors ça, c'est rare. Je pense que dans sa catégorie, beaucoup de ses concurrents à l'accélération, pas cette qualité sonore du moteur. On va avoir en plus de ça des boîtes de vitesse qui ne vont pas avoir ce côté un petit peu à l'ancienne en termes de bruit. Et je trouve, à titre personnel, que c'est très valorisant pour le conducteur. On a même l'impression d'avoir une voiture extrêmement puissante à des moments. Et dans un monde qui est orienté aujourd'hui sur l'électrification de toutes les gammes, c'est quand même pas mal sur de l'hybride rechargeable d'avoir un vrai moteur thermique avec une vraie boîte de vitesse automatique, du moins une boîte de vitesse automatique qui vous apporte du plaisir auditif. Et ça, c'est une grande qualité pour ce CX-80. Un véhicule confortable, spacieux, technologique, ultra sécurisant, avec en plus des bonnes performances et un bon bruit moteur, ça commence à faire pas mal de qualité, je trouve. Est-ce que toutes ces qualités vont lui permettre de se hisser à la première place de son segment ? Vous allez voir que rien n'est si sûr, mais ça, je vais y répondre de manière très précise d'ici quelques instants en le comparant à tous ses concurrents. Il faut maintenant conclure l'essai de ce vaisseau amiral de chez Mazda. Alors, parmi ses défauts, j'en ai trouvé pas mal. Déjà, premier point, le poids, 2240 kg sur la balance. C'est un PHEV 7 places, certes, mais ça commence à faire un petit peu. C'est le cas aussi chez ses concurrents. Les batteries, comme je vous le disais tout à l'heure, représentent un poids assez conséquent. Là, c'est 178 kg sur le modèle que je vous présente. Et donc, ça alourdit le véhicule et ça va pénaliser forcément et logiquement son dynamisme. Autre point, l'écran qui n'est tactile que avec Android Auto ou Apple CarPlay. Là aussi,
c'est un petit peu différent par rapport à ses concurrents. Alors c'est pas dérangeant à l'utilisation, c'est juste qu'il faut s'y habituer et que lorsque vous êtes en passager dans le véhicule, il faudra prendre la main sur la console centrale et potentiellement un petit peu déranger le conducteur du véhicule. C'est une habitude à prendre, rien de très dérangeant. Et enfin, troisième point, le design, qui est plus classique que chez ses concurrents, aussi bien sur l'extérieur que dans l'habitacle. Ils ont, comme je vous l'ai dit sur la présentation en début de vidéo, de la face avant, la partie latérale et de l'arrière du véhicule. C'est vrai qu'il n'y a pas une prise de risque ultra prononcée là-dessus. Heureusement, je vous rassure, beaucoup de qualité. Déjà, l'habitabilité qui est très généreuse, même sur la troisième rangée de sièges. Ça, c'est un très bon point. Il y a certains 7 places dans lesquels la troisième rangée de sièges ne sert quasi strictement à rien. Là, c'est pas le cas. Vous pourrez mettre des personnes, peut-être pas de 2 mètres, mais des personnes adultes avec un gabarit, on va dire, traditionnel, sans trop de soucis. On a un rapport prix-équipement-prestation qui est très attractif selon moi, surtout avec la version de base, qui dépasse à peine les 60 000 €, mais qui est déjà très bien équipée. On a la possibilité d'avoir une version soit 6 places, soit 7 places à votre convenance, et puis surtout on a le choix entre une motorisation diesel, pour les gros rouleurs, et hybride rechargeable. Et puis j'ai trouvé que l'agrément de conduite était à la hauteur de l'ambition de la marque en termes de confort. Ça, c'est ce qu'on recherche vraiment sur cette typologie de SUV 6 ou 7 places. C'est plutôt bien calibré et paramétré de la part de Mazda. Et pour reprendre la question que je vous ai posée en début de vidéo, est-ce que ce SUV 7 places ou 6 places, ça vous pourrez choisir, a des chances de s'imposer dans ce segment très concurrentiel en France et dans le reste de l'Europe? J'ai pris plusieurs critères pour répondre à cette question. Le premier critère, c'est le design. Et sur le design, mon préféré, c'est clairement le Volvo XC90, même si le nouveau Hyundai Santa Fe a quand même un design assez sympa et des lignes modernes. Je mettrai ce Mazda CX-80 juste après. Après, c'est une question de goût. Certains préféreront peut-être le Mazda. Sur les performances, 327 chevaux. C'est moins que le Volvo XC90 quand on a 455, mais c'est plus que le Peugeot 5008 qui fait 195 chevaux seulement, qui est presque, on peut le dire, sous-motorisé. C'est plus aussi que le Kia Sorento et que le Hyundai Santa Fe qui, eux, affichent 265 chevaux. Sur l'autonomie, 60 km en cycle mixte. C'est plus que le Hyundai Santa Fe qui propose 54, le Kia Sorento 55, mais c'est moins que le Volvo XC90 qui lui est à 71 km et que le Peugeot 5008 qui lui culmine à 82 km. Sur son prix, 63 100 € avec le CX-80 PHEV Exclusive Line 7 places. C'est nettement moins que le Volvo XC90 qui lui s'affiche à, écoutez bien, 97 500 €. On boxe plus du tout dans la même catégorie, mais c'est plus que le Peugeot 5008 à 45 490 €, que le Kia Sorento à 55 440 € et que le Hyundai Santa Fe qui lui est à 59 700 €. Une fois qu'on a dit tout ça, est-ce qu'il va pouvoir s'imposer dans son segment? Je pense que ses concurrents les plus directs, c'est avec le Kia et le Hyundai Santa Fe, qui pour le coup, en termes de prestations, d'équipement, de tarifs, sont très proches. Le Volvo XC90, lui, pour moi, est peut-être un cran au-dessus en termes de finition, de prestige, de matériaux utilisés. On est sur un véhicule qui en propose un petit peu plus, mais qui est beaucoup, beaucoup plus cher. Donc Kia, Hyundai et Mazda, là, il y a une belle bataille qui s'annonce. Le Peugeot 5008, je ne le mets pas dans cette catégorie, il est vraiment en dessous en termes de finition, en termes de confort, d'habitabilité. On est, selon moi, sur un SUV d'une gamme inférieure qu'ils ont converti en 7 places. Voilà, clairement. Celui-là, il va pouvoir vraiment jouer les troubles faits, selon moi, c'est sur la fiabilité. Mazda est réputé pour ça, pour sa fiabilité, plus que les concurrents que je viens de citer. L'habitabilité, le confort, l'agrément de conduite sont quand même les points, on va dire, primordiaux lorsqu'on souhaite acheter un SUV 7 places. Et sur tous ces points-là, il est extrêmement bien positionné. Est-ce qu'il va pouvoir se mettre à la première place de ce segment? Alors, je pense ce qui va jouer en sa défaveur, c'est peut-être un réseau de distribution chez Kia et Hyundai qui est un peu plus fourni, des campagnes de communication qui sont peut-être plus agressives et également sur les prix. Le prix est un petit peu plus attractif chez Kia et chez Hyundai. Il va, pour ces raisons-là, peut-être avoir du mal à les dépasser dans un premier temps. Donc moi, je mettrais, on va dire, et je ne pense pas me tromper là-dessus, et vous me direz ce que vous en pensez, en termes d'unités vendues, de volume d'unités vendues, ça va être le Hyundai en premier, Hyundai Santa Fe, ensuite le Kia Sorento, et après, ce sera le Mazda CX-80.
80. Le Peugeot 5008 va être devant ces trois-là, forcément, mais on parle selon moi pas du tout du même modèle. C'est un modèle certes 7 places, mais d'une gamme bien inférieure. Celui-là, dans un premier temps, pourra peut-être pas prétendre à la première place, mais ça va se jouer avec le Kia et la bataille va, à mon avis, être intéressante à suivre dans les prochains mois. En tout cas, ils arrivent avec des offres en location longue durée qui sont intéressantes. Si ça vous intéresse, cliquez sur le lien que je vous ai mis en description de la vidéo. J'espère que cet essai vous a plu et que j'ai répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas en commentaire de la vidéo à mettre les questions auxquelles je n'ai pas répondu. Je le fais souvent, j'essaie de répondre à tout le monde. On reçoit plusieurs milliers de commentaires chaque semaine sur les vidéos que je viens de poster, mais aussi des anciennes vidéos. On essaie de répondre au maximum. Donc n'hésitez pas à me poser les questions que vous souhaitez en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube Le Vendeur Automobile. C'est chaque vendredi à 17 h. Activez la cloche de notification. Pareil sur mes comptes Instagram et TikTok, Le Vendeur Automobile, je diffuse que du contenu exclusif. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!